Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur French Press, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font l'actualité littéraire en France, l'émission produite par l'Université Ohio State et son centre d'excellence. Alors aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Olivier Liron, auteur aux éditions Robert Laffont d'un ouvrage intitulé « La stratégie de la sardine ». Alors pour cette conversation, je suis rejoint par Ethan West, qui est un doctorant en études françaises et francophones, et par Stéphanie Almquist, qui est doctorante en sciences alimentaires à l'Université Ohio State. Bonjour Olivier Liron. Bonjour à tous. Alors merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes l'auteur de Danse d'atomes d'or, Einstein, le sexe et moi et le livre de neige paru récemment aux éditions Gallimard. Votre premier roman, Danse d'atomes d'or, a été sélectionné pour une douzaine de prix littéraires et a reçu des critiques élogieuses. Votre deuxième roman, Einstein, le sexe et moi, publié en 2018, a également été sélectionné pour plusieurs prix littéraires dont le prix Femina, le Grand Prix des bloqueurs et le Grand Prix des lectrices de Elle. Récemment, vous avez été nommé finaliste du Grand Prix de l'héroïne Madame Figaro en 2022. Alors vous êtes né en 1987 à Melun. Enfin, vous avez étudié le piano, vous avez également étudié l'espagnol et l'histoire de l'art à l'École normale supérieure de Paris, ainsi qu'à l'Université de Madrid. Vous avez été professeur de littérature avant de vous consacrer à l'écriture et au théâtre. Alors votre vie professionnelle d'artiste est diverse, parce que vous avez écrit pour l'Opéra de Paris, vous avez également rédigé des pièces de théâtre, des scénarios pour le cinéma et des fictions sonores pour le Centre Pompidou. Dans vos œuvres littéraires, vous abordez des thèmes tels que l'enfance, l'identité personnelle et l'acceptation de nos différences par rapport à la définition commune de la normalité. Alors ce dernier thème est particulièrement important dans votre stratégie de la sardine, l'ouvrage dont nous allons parler aujourd'hui. Alors la première question que je souhaiterais vous poser aujourd'hui porte sur la dimension autobiographique de ce texte. En effet, avant de publier la stratégie de la sardine en 2023, vous avez écrit en 2016 et 2018 une pièce de théâtre nommée La vraie vie d'Olivier Liron, ainsi qu'un texte, Einstein, le sexe et moi. Alors pouvez-vous revenir pour nous, s'il vous plaît, sur les raisons pour lesquelles vous êtes revenu au genre autobiographique avec ce nouveau texte et sur la manière dont ce nouvel ouvrage dialogue avec vos précédents textes qui sont également des textes de nature autobiographique. Merci beaucoup pour cette présentation élogieuse. Oui, j'ai commencé par écrire de la poésie. J'ai écrit beaucoup dans des revues littéraires, étudiants, et ensuite au début de ma vie littéraire. Et petit à petit, je suis arrivé à des formes narratives, à des récits, à des romans. Et souvent, ce qui m'a amené à utiliser ou à explorer la forme autobiographique, c'était cet ancrage, je crois, dans une forme d'expression lyrique ou une forme d'expression à la première personne. Et cette façon d'explorer le jeu, la première personne du singulier, fait que mes ouvrages sont souvent à la frontière entre réalité, non-fiction et fiction, littérature. Voilà, c'est assez naturellement que mes livres ont cette dimension-là. Je ne crois pas que je pourrais écrire autrement. J'ai l'impression qu'il faut toujours qu'il y ait une part de vécu et de réel à l'intérieur de mes livres. Et que c'est une façon assez naturelle pour moi d'écrire. Voilà. Les derniers romans, notamment le dernier livre que vous mentionnez, la stratégie de la sardine, joue vraiment sur cet aller-retour entre le jeu et le nous, entre ce qui relève de l'expérience intime, personnelle, et ce qui relève de l'universel, ce qui relève d'une forme d'expérience, en tout cas commune, à toutes les personnes qui ont pu traverser ces expériences, comme vous l'avez dit, de se sentir différent, éventuellement de se sentir exclu ou victime aussi de certaines formes de violence. Et toutes ces personnes-là peuvent se reconnaître à travers le récit singulier que moi je fais de certaines expériences. Le trajet est vraiment de partir dans la mesure du possible de soi pour aller vers les autres et pour
questionner des choses qui nous appartiennent à toutes, à tous. Voilà. Donc c'est vraiment cette dimension à la fois lyrique, esthétique qui m'intéresse dans l'autobiographie, et aussi la dimension sociale, politique que ce genre ou que ce type d'écriture permet. Je trouve ça intéressant que vous évoquiez votre pratique de la poésie, parce qu'il y a quelque chose d'assez proche entre un recueil de poèmes et la forme autobiographique que vous adoptez. Puisque dans un recueil de poèmes, il peut y avoir un fil narratif qui unit les textes. En même temps, il y a une succession de poèmes indépendants qui ont leur unité propre. D'une certaine manière, ça me paraît assez proche du type d'écriture d'autobiographie qui est la vôtre, puisque même s'il y a bien évidemment une continuité chronologique entre les textes, chaque chapitre est d'une certaine manière un petit peu comme poème que vous travaillez indépendamment des autres. Est-ce que vous avez conçu un petit peu votre texte autobiographique comme un recueil de poèmes? Oui, tout à fait. C'est très juste. Merci de le remarquer. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois qu'on le remarque de manière aussi précise, donc je vous en remercie. Je vous en prie, Je vous on en est là pour ça avec félicite. French Press, donc c'est notre Voilà. mission. Alors, le regard de l'étranger, moi qui ai étudié la littérature comparée, est souvent intéressant. C'est à l'épreuve de l'étranger, au miroir de l'étranger, du pays étranger, qu'on reçoit souvent le mieux une œuvre. Donc, j'ai remarqué cette acuité dans votre analyse. Effectivement, j'aime travailler cette dialectique entre le tout, l'ensemble du livre, et puis le fragment. De même que dans un recueil de poèmes, on peut avoir une attention qui est portée à chaque poème, même à chaque vers, à chaque mot. Puis il y a une composition d'ensemble avec des thèmes qui reviennent, avec des fils rouges, avec voilà, des éléments de continuité et des éléments d'hétérogénéité. Et cette articulation-là entre le tout et le fragment, elle me semble intéressante dans l'autobiographie, qui permet des récits qui ne sont pas forcément linéaires, d'un point A à un point Z, notamment quand on raconte des expériences qui relèvent parfois de mémoires douloureuses, de mémoires traumatiques. C'est très difficile de raconter les événements du début jusqu'à la fin. Et en réalité, le présent de la mémoire n'est pas quelque chose de linéaire, ne permet pas forcément ce récit linéaire. Et j'aime bien aussi pouvoir euh, voilà, naviguer entre différents moments du récit, là où le roman, dans sa forme la plus classique en tout cas, va déployer un récit de manière plus chronologique. C'est ce que j'avais fait dans le roman précédent. Là, j'avais vraiment envie de partir de fragments et d'avoir une forme littéraire qui se rapproche de celle de notre mémoire, c'est-à-dire une forme kaléidoscopique, une forme euh, fragmentaire. Et comme un puzzle, vous savez, c'est cette forme qui a pu inspirer un écrivain comme Georges Perec, par exemple, cette idée que euh, le puzzle est une forme de mémoire éclatée, de composition éclatée. Malgré tout, chaque pièce a son importance dans la compréhension de l'image. Et j'aime bien cette idée de composer effectivement de manière assez proche de la composition d'un recueil de poèmes, de composer d'une manière étoilée, comme ça, d'une manière euh, comme un archipel de souvenirs, en l'occurrence, qui résonnent les uns avec les autres et qui sont une forme d'autoportrait qui voilà, va questionner un certain nombre de choses. Pour le lecteur, l'idée, c'est aussi de pouvoir, comme on le fait dans un recueil, de choisir un texte plus qu'un autre, de ne pas être dans une position peut-être plus verticale où il y aurait un sens qui va être délivré de manière presque téléologique, c'est-à-dire de manière vraiment complètement définie, cadrée. J'aime bien qu'il y ait une certaine liberté dans la façon dont le lecteur, la lectrice, va s'emparer de ce texte. Et c'est ça que j'aime dans l'écriture du fragment, c'est qu'elle laisse une grande place au lecteur, je crois. Elle laisse une grande place à l'imaginaire, à la réflexion de chacun. Et en quelque sorte, elle suppose aussi, ou elle ouvre sur un inachèvement.
L'idée que un texte est toujours en train de s'écrire, de se réécrire, d'être modifié, d'être en cours finalement d'élaboration. J'aime bien cette idée que un texte littéraire, en tout cas, est toujours quelque chose qui est en train de s'écrire, qui cherche à saisir une pensée au moment où elle se déploie. Et cette idée d'être au plus près de la pensée, au plus près de l'émotion, au plus près de la sensibilité, c'est quelque chose qui est assez important pour moi, en tout cas dans ma démarche littéraire. Alors, vous venez de faire allusion à cette dialectique entre l'hétérogénéité et l'unité en disant que votre texte autobiographique, à la manière d'un recueil de poèmes, a aussi une série de fils rouges qui permettent justement de créer un lien, des passerelles entre les différents fragments qui le composent. J'ai l'impression que si je devais improviser sur la nature de ce fil rouge entre vos textes, ce serait peut-être l'expérience de la violence. J'ai envie de dire d'une certaine manière parce que j'ai une prochaine question qui va porter sur Édouard Louis, que d'une certaine manière, votre texte est aussi une espèce d'histoire de la violence à certains égards. Est-ce que ça vous paraît être une caractérisation adéquate justement de ces thèmes qui font le lien entre les différents fragments au sein de votre texte autobiographique? Oui, oui, c'est très juste aussi, vous avez raison. Euh, la plupart de mes récits, quel que soit le cadre, quelle que soit la forme littéraire qu'ils prennent, racontent souvent des trajectoires euh, de résilience, je dirais, c'est-à-dire à la fois le récit d'une euh, violence et le récit d'une forme de guérison possible, d'une forme d'échappatoire à ces formes au pluriel de violence. Une violence familiale, qui peut être une violence scolaire, qui va être une violence sociale. Ces formes-là, elles sont proches les unes des autres. Dans le livre précédent, je racontais la xénophobie, la violence que subissent les exilés, les immigrés, et finalement la façon dont, à partir de l'histoire de ma famille maternelle, comment justement l'émancipation est une façon de s'arracher à cette violence, était possible de se libérer de ça. Je dirais que je ne suis pas forcément le mieux placé pour le dire, mais je dirais que par rapport à des récits que j'ai bien sûr lus et qui m'intéressent, d'auteurs comme Édouard Louis ou comme Annie Ernaux, il y a un accent que j'essaye de mettre sur cette trajectoire-là de, euh, qui a à voir avec la psychologie aussi, là où peut-être ces auteurs sont davantage du côté de la sociologie. Euh, J'aime essayer de comprendre comment, dans l'intime, se joue cette résilience, la façon dont on peut se construire justement malgré ou avec ces blessures-là. Et il y a aussi quelque chose qui me semble important dans ma démarche, c'est que je suis pas forcément très convaincu par le concept qui existe en France, qui est très développé, ou par la façon dont on perçoit la catégorie de transfuge de classe, qui est très présente justement chez Édouard Louis ou chez Annie Ernaux. Parce qu'en réalité, je crois que il y a toute une complexité de l'expérience de, de l'origine sociale. Et c'est ce que j'essaie de faire, de figurer dans ce livre, c'est aussi les moments de joie, les moments d'émerveillement, les moments de beauté, les moments qui sont vécus simultanément à des expériences qui sont difficiles. Donc il y a toute cette complexité-là que j'essaye de retranscrire. Voilà. Mais je crois que cette idée de résilience, elle est très présente effectivement dans les différents personnages, que ce soit des doubles de fiction
ou que ce soit des personnages que j'invente complètement, ou des personnages qui sont réels, mais qui ne sont pas moi. J'essaye toujours de comprendre leur trajectoire au miroir de cette forme d'émancipation, de cette forme de résilience possible. Oui, c'est quelque chose qui traverse beaucoup ce que j'écris. Mais cette résilience prend beaucoup de formes, et c'est ça qui m'intéresse. Elle ne prend pas une seule forme qui serait la trajectoire de transfuge de classe. En réalité, mes études, le fait d'avoir eu la chance d'avoir fait des études supérieures à l'école normale, est c'est un des éléments de ma résilience. Mais ce n'est pas le seul. Ce n'est pas la bourgeoisie qui m'a sauvé. Et c'est pour ça que mon récit, je pense, est complémentaire avec d'autres visions de cette résilience. Alors justement, ça nous fournit un lien parfait avec la question que je souhaitais vous poser à présent au sujet de l'école française. Alors, dans En finir avec Eddie Bellegueule, Édouard Louis affirme, comme vous en souvenez, qu'il n'a pas de souvenir d'enfance heureux et commence d'ailleurs son récit par une scène de harcèlement scolaire d'une très grande violence. C'est une expérience que vous avez partagée avec lui et que vous évoquez à votre tour dans La stratégie de la sardine. Alors, est-ce que l'école française était pour vous un lieu de contrainte, de pression sociale, ou est-ce qu'elle a également été, comme vous venez d'y faire allusion, un espace d'émancipation? Et plus globalement, que pensez-vous de l'institution scolaire en France à notre époque, vous qui avez été pendant quelque temps professeur dans l'éducation nationale? Oui, l'école est quelque chose qui me fascine. Il, on a en France beaucoup d'actualités autour de ce sujet, parce que durant les dernières semaines, il y a eu plusieurs drames avec des enfants qui ont été battus, certains ont même été tués. Donc il y a, je crois, voilà, beaucoup de faits de violence à l'intérieur de l'école. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup dans l'actualité en France. Alors, en tant qu'écrivain, c'est difficile euh, d'être collé complètement à l'actualité, mais évidemment, ça me fait réfléchir. Et quand j'ai écrit ces livres, je me suis souvenu et je me suis demandé si ces questions étaient encore d'actualité. Et la preuve, elles le sont, à savoir la grande... on parle de harcèlement scolaire. En réalité, il faudrait parler de formes de violence dans l'institution scolaire, des formes de harcèlement, mais aussi d'autres formes, puisque là, on parle vraiment de choses très graves. Et finalement, je crois que cette expérience-là, d'être mise à part, d'être stigmatisé, d'être euh, détruit, elle est effectivement assez commune à un certain nombre de groupes sociaux, de communautés ou de groupes qui vont être désignés comme différents, qui vont être mis à l'écart, qui vont être stigmatisés, etc. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours frappé, qui m'a toujours concerné, que j'ai vécu. Et il me semble que c'est une manière aussi de raconter ça pour faire bouger un petit peu les lignes. Là aussi, je ne m'inscrirai pas exactement dans le même mouvement que les récits que vous venez de mentionner, parce qu'en réalité, encore une fois, moi j'aime, je suis un auteur réaliste, je dirais, c'est-à-dire que j'aime raconter le réel dans toute sa complexité, et on construit des récits de nous-mêmes qui sont signifiants. On peut croire que l'on n'a pas de souvenirs heureux, on peut croire que l'on a des souvenirs malheureux et des souvenirs heureux. En réalité, on construit sa propre fiction et je ne porte pas de jugement sur les récits des uns et des autres. Euh, dans ma façon de me construire, j'ai conscience que ma vie n'a pas été que souffrance, ma vie n'a pas été que douleur. Aujourd'hui, je vais très bien. Je n'ai pas le sentiment que euh, il, euh, il pourrait n'y avoir que des choses qui soient du côté de la souffrance, qui soient des choses négatives. Je n'y crois pas beaucoup parce que je suis au fond
quelqu'un qui, encore une fois, je suis attentif à la complexité des choses. Et ce qui est le plus difficile en réalité quand on est confronté à ces formes de violence, que ce soit à l'école, ou même de manière plus large, c'est qu'on a souvent du mal à se détacher des personnes qui nous maltraitent, qui nous violentent. Si c'est dans le cadre de la famille, on a de l'amour pour sa famille. Si c'est dans le cadre de l'école, on a euh, des, de, de l'affection pour les camarades, pour euh, les enseignants, etc. Donc on ne peut pas être uniquement dans des souvenirs malheureux. Il ne s'agit pas de ça. Euh, Moi, ma lecture, elle est beaucoup plus, je dirais, je cherche vraiment le geste autobiographique et le geste vraiment de sonder la psychologie humaine. Et ce qui m'intéresse là aussi par rapport à votre question précédente, c'est comment est-ce qu'on transforme l'enfant ou l'adolescent euh, qui subit ce genre d'expérience va transformer cette rage parce que il est désigné euh, comme physiquement ne correspond pas à la norme. Comme vous avez dit au début, ça part souvent de la différence, de la question de la différence. Cette différence, elle est construite socialement, on le sait, en raison de l'apparence physique, de l'orientation sexuelle, du genre, etc. Vous connaissez très bien ces questions, bien sûr. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'un point de vue intime, comment la personne qui est renvoyée à cette différence, souvent violemment, peut s'en sortir et peut justement aller vers une forme d'acceptation, de réconciliation. Voilà. Donc je dirais que je suis du côté pour vous laisser la parole, mais je suis du côté joyeux de la résilience. Je suis quand même quelqu'un d'optimiste. Je ne crois pas, je ne suis pas tellement bourdieusien. Je crois en partie à la fatalité sociale, mais je crois aussi à beaucoup d'autres choses. Je crois aussi à beaucoup d'autres choses. Et ce que je raconte dans mes récits, c'est aussi toutes les issues, toutes les manières justement de s'en sortir, qui passent aussi par la littérature, par les livres, par le savoir, qui passent par la rencontre avec les autres, qui passent par l'engagement, qui passent par l'amour ou l'amitié, qui passent par plein de choses. Et je suis souvent plus intéressé par cet aspect aussi parce que ce qui est le plus difficile dans la violence, ce sont les séquelles, ce sont les conséquences, davantage encore que l'agression elle-même. C'est-à-dire que ce qui va être le plus difficile à vivre après un choc traumatique, c'est de se reconstruire. Et pour ça, il faut justement avoir des outils. Il ne suffit pas simplement de faire des études. C'est complexe. Donc voilà, moi je suis plutôt du côté de cette stratégie, c'est ça aussi la stratégie de la sardine, cette stratégie de réconciliation avec soi-même, avec les autres. Et mon message, peut-être par mon éducation, par mes racines méditerranéennes, est plutôt un message joyeux. Là où la littérature française est souvent plutôt quelque chose de sinistre, même lorsqu'elle est de qualité, elle est souvent très pessimiste, très sinistre, très morose. Et moi, je crois qu'on peut survivre, et c'est un petit peu mon message, je crois qu'on peut survivre à certaines formes de violence, même des violences très, très graves. On peut y survivre et on peut aller bien. Et c'est le message que j'ai, je crois, aussi envie de faire passer. C'est aussi ce qui fait que beaucoup de gens se reconnaissent aussi dans mes livres. Au-delà de l'aspect de dénonciation sociale, politique, il y a aussi l'espoir que j'ai envie de partager, de dire aux gens, oui, les expériences violentes que vous subissez vous détruisent, mais vous pouvez aussi trouver des moyens d'aller mieux, de vous reconstruire. Et ça, c'est une partie de mon discours sur laquelle j'insiste, parce que heureusement, on peut aussi euh, guérir de ces blessures. Jamais complètement, mais on peut aussi euh, guérir. Et je vois autour de moi, pardon, des gens qui viennent me voir et qui me disent, oui, vos livres ont été un moyen de me reconnaître et de comprendre qu'effectivement, je, je, je peux aussi aller vers quelque chose
une vie possible sans cette honte, cette culpabilité et toutes ces conséquences de la violence. Donc voilà, c'est l'expérience de la violence qui fait le lien, comme vous l'avez dit, mais je dirais dans toute sa temporalité, y compris dans les séquelles qu'elle a et les conséquences qu'elle a, la manière dont elle affecte ensuite et empoisonne les vies, la vie des gens. Et donc voilà, c'est ce message aussi d'espoir que je porte. Alors, il y a un autre aspect de votre livre dont je souhaiterais parler, c'est l'évocation que vous faites de votre expérience à Question pour un champion, qui est un des thèmes que vous abordez dans ce texte. En quoi cette expérience que vous racontez donc dans la stratégie de la sardine a joué un rôle dans votre parcours d'écrivain, et diriez-vous qu'elle a également contribué, directement peut-être, à l'écriture de vos livres? Oui, là aussi, c'est une expérience très joyeuse, puisque dans la prolongement, dans la continuité de mes études, voilà, j'imagine que vous avez, euh, euh, que ce soit pour les deux étudiants qui sont présents ou d'autres, cette vie étudiante où on apprend beaucoup de choses. Et dans le prolongement de ça, je mettais, je participais je sais pas comment on dit aux États-Unis, mais à des quiz, à des concours de culture générale avec des questions sur plein de domaines, comme je l'explique dans le livre. Et c'était une vraie revanche. C'était une revanche par la connaissance. C'était une manière de dire, vous m'avez pris pour un idiot, vous m'avez pris pour un incapable. Et moi, justement, ma manière de me battre et de transformer positivement cette colère, cette rage, cette douleur, c'est une manière justement euh, joyeuse et c'est une manière par la connaissance, le savoir, euh, la curiosité intellectuelle et la compétition aussi, le sport cérébral, le sport de mémoire. C'était comme une compétition sportive. Et d'ailleurs, je m'intéresse beaucoup au sport, à la danse, au sport, de manière générale, les formes qui physiquement engagent, les formes d'expression de soi qui engagent le corps, hein, puisque cette violence dont on a beaucoup parlé, on l'intériorise et donc elle nous affecte physiquement. Le corps a une mémoire traumatique très forte et souvent le corps est empêché, le corps n'existe plus, le corps est violenté et là encore, on a des comportements, moi c'était le cas, c'est ce que je raconte, des comportements alimentaires par exemple, qui vont être effectivement très destructeurs ou réparateurs, ou les deux. Et donc ces comportements-là, finalement, sont la trace que la violence a laissée dans le corps. Et le sport, de manière générale, permet justement une reconstruction. Moi, je crois beaucoup aux vertus de la compétition, du sport, de la danse, de l'art, voilà, toutes ces choses-là. Et c'est dans ce cadre-là, c'est pour ça que je le précise, que je me suis beaucoup investi dans ces concours de mémoire parce que j'avais un entraînement qui était véritablement physique. C'était une façon d'apprendre avec des exercices physiques, beaucoup d'apprentissage, mais des rituels d'apprentissage qui faisaient que physiquement, j'étais concentré une grande partie de mon temps libre sur cet apprentissage. Donc, ça m'a aidé à me reconstruire, à transformer aussi une mémoire qui n'était que tournée vers des choses douloureuses et de la remplacer par une mémoire euh, encyclopédique, une mémoire scientifique, mais qui était beaucoup plus positive. Donc, c'était une mémoire de réparation. Je m'intéresse beaucoup à la question de la mémoire, ce qui fait d'ailleurs le lien avec l'autobiographie, qui est un art de la mémoire. Je crois qu'on écrit d'ailleurs de manière très générale, mais il faudrait plus de temps pour ça. On écrit, la littérature sert aussi à garder une trace, qu'on soit dans le roman, dans la fresque politique ou dans le poème le plus secret. Il y a quelque chose de la trace
Et voilà, j'ai appris énormément de choses. Je me suis entraîné pendant plusieurs années. Régulièrement, je participais à des concours. Et dans ce livre, je raconte la manière dont j'ai participé et je fais le récit d'une des journées d'enregistrement et je raconte 24 heures de la vie d'un joueur, voilà, pour parodier le roman célèbre. Et je raconte une journée de la vie d'un joueur. C'est évidemment très inspiré de mon parcours à ce jeu à la télévision. Et j'essaie de me mettre dans la tête du candidat et de, euh, grâce à la littérature, se plonger dans l'envers du décor, dans les coulisses, dans tout ce qui se passe dans la tête de ce jeune candidat qui a des, des capacités de mémoire qui ont été exercées longuement et qui va triompher dans ce jeu. Et finalement, le point d'arrivée n'est pas le plus important, même s'il y a une forme de suspense dans le livre, mais le plus important, c'est de refaire le trajet qu'il a mené jusqu'ici, et donc de déconstruire, de faire l'archéologie de cet encyclopédisme. Voilà. Et je suis toujours intéressé par les liens entre émotion et cognition, entre l'amour et la connaissance, entre la vie et la connaissance. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que là, il y a une sorte de jeu d'aller-retour entre un personnage qui est très fort à la télévision et qui est très empêché, très incapable de vivre sa vie euh, amoureuse, par exemple, ou sociale. Voilà. Et ce mélange entre ce paradoxe qu'il y a dans tous les bons personnages de romans, il vient de là, il vient de quelqu'un qui est tourné comme dans un pacte faustien, qui est tourné uniquement du côté de la connaissance et qui n'est pas du tout présent à sa propre vie. Donc, ça a été, pour moi, à titre personnel, euh, je me suis amusé plus tard à écrire ce livre avec le recul, la distance que j'avais pour comprendre qu'à ce moment de ma vie, j'étais sur une étape de reconstruction. Et à ce moment-là, euh, ça a été décisif, essentiel de prendre une revanche, de me prouver à moi-même que effectivement, je valais quelque chose. Voilà, il y avait cet aspect de revanche et de compétition qui était très clair. Mais encore une fois, je pense que c'est une bonne manière de transformer les affects douloureux. Ça permet de canaliser la compétition et de se consacrer à quelque chose qui ne fait de mal à personne et qui est plutôt du côté de la sublimation finalement intellectuelle. Et ça, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup à, non pas à la revanche, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas à la loi du talion. Euh, c'est ça qui me différencie, je pense, de peut-être d'autres auteurs, penseurs, etc. C'est que je ne crois pas à la violence de manière générale, et y compris à la violence en politique, y compris quand elle est du côté, en apparence, de la bonne cause, etc. Je suis profondément non violent. Et je crois que les choses les plus intéressantes dans cette vie sont plutôt des formes de transformation. On transforme les choses. Donc on peut les transformer, encore une fois, en plein de choses. Moi, j'essaie de les transformer en livres ou en, ou en, ou en combat qui me semble juste. Mais voilà, pour cette expérience-là, de Question pour un champion, ça a été, à ce moment-là de ma vie, une forme de revanche, une forme de, de test. Et je crois, pour terminer, que ça m'a permis, oui, du coup, de me dire, oui, tu es capable. J'écrivais déjà des textes, y compris dans des revues étudiantes, mais je n'avais jamais osé affirmer la valeur de ces textes et dire, bah oui, je vais les envoyer à des revues, à des revues euh, plus ambitieuses, à des éditeurs, etc. Donc, cette expérience de la compétition m'a donné la confiance qui me manquait pour devenir écrivain ensuite.
Alors, je propose que nous continuions la conversation avec Stéphanie Almquist. Salut Olivier, je suis enchantée de faire votre connaissance. Ma première question pour vous. Votre expérience d'enfant surdoué m'a fait penser à la série télévisée Young Sheldon qui raconte l'histoire d'un enfant HPI. Comme vous, il a été victime de harcèlement, mais il a su utiliser ses pouvoirs intellectuels pour surmonter les brimades et les préjugés. Pensez-vous que l'intelligence puisse être une arme contre les brimades? Et dans le même ordre d'idées, pensez-vous que les situations de harcèlement à l'école ont changé de nos jours en raison de l'omniprésence des réseaux sociaux? Oui, c'est très, très vrai. Alors, pour le premier aspect, oui, j'ai vu cette série et puis la, la série avec le Sheldon Big Bang Theory. Et j'aime beaucoup l'humour de cette... la force de cette série, c'est de transformer en quelque chose de drôle une différence qui n'est pas très facile à vivre. Mais la série le transforme en quelque chose qui devient assez attachant puisqu'on s'attache à ces personnages. Et pour ce qui relève du harcèlement, malheureusement, je crois que ça n'a pas changé et que des enfants HPI, des enfants en situation de handicap, des enfants qui vont être considérés comme différents, continuent à être maltraités. Et ce que je veux souligner, je l'ai fait tout à l'heure, mais c'est la manière dont mon parcours ou d'autres, celui d'Édouard Louis, celui de tous les récits qui sont faits, sont exemplaires de la manière dont la société va fonctionner. Et c'est tout l'intérêt de ces récits, c'est de montrer qu'effectivement, ce qui se passe à l'école va être exemplaire, dans le cas d'Édouard Louis, de l'homophobie d'une société, dans mon cas, sans doute, d'une forme de rejet de ce qui peut être du côté de la différence, de l'atypisme, d'une manière de penser qui n'est pas tout à fait celle qu'on devrait avoir. Donc cette peur de la différence, cette dictature de la norme, elle est très très forte aujourd'hui dans le système français en tout cas, et pas uniquement en France, hein, je ne fais pas de French bashing, simplement je pense qu'effectivement en France on a quelque chose qui est très fort et qui est très beau aussi. On a une certaine passion pour l'égalité, pour l'égalitarisme. Ce qui en soi a aussi de très bons côtés, je trouve. Néanmoins, on a beaucoup de mal en France à accepter qu'effectivement, on ne fonctionne pas tous de la même façon et qu'on ne peut pas tous entrer dans le même moule. Donc je crois qu'effectivement, en France, on a beaucoup de mal à accepter la diversité, la différence, et que ce sont des choses qui sont peut-être plus faciles, je ne sais pas, dans le modèle américain. Cela dit, ce serait un grand débat et je pense qu'il y a aussi des très bons côtés aussi en France. Mais je pense que voilà, on a cette violence qui malheureusement continue et qui, encore une fois, ce n'est pas uniquement l'école, c'est le reflet d'une société, c'est l'antichambre, le miroir de toute une société. Donc, si on veut uniquement blâmer, culpabiliser l'école, les enseignants, ce n'est pas intéressant comme réflexion. En revanche, je pense que c'est souvent le miroir d'un dysfonctionnement dans la société. Et c'est pour ça que s'intéresser, comme je le fais, aux violences à l'école, c'est pas uniquement pour dénoncer l'école, puisque j'en ai bénéficié aussi. Là encore, je suis le pur produit du modèle français, c'est-à-dire un enfant de classe moyenne, pas spécialement favorisé, qui a accès ensuite aux grandes écoles, à une carrière d'universitaire, d'écrivain, etc. Mais je suis le produit de ce modèle. Donc,
Bien sûr, c'est très ambivalent. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que moi, en racontant ça, je ne cherche pas à dénoncer uniquement, je cherche à faire bouger les lignes de manière à ce qu'on ait une école plus inclusive, voilà, et qui puisse être véritablement convenir, donner sa chance à tout le monde. Mais je ne remets pas en cause le système scolaire en lui-même. Moi, je crois beaucoup en l'école, je crois beaucoup en l'émancipation par les études. Voilà. Et c'est intéressant d'étudier la violence à l'école parce que ça raconte la société dans laquelle on vit. D'accord, merci. Et pour ma seconde question, je souhaiterais en savoir plus sur l'ordre des chapitres que vous avez adopté pour cette histoire. Pourquoi avez-vous choisi d'introduire l'hypothèse de la sardine à la conclusion du livre? Peut-on dire que vous avez joué avec l'ordre des chapitres? Oui, c'était difficile pour moi de trouver une seule image. Euh, on a souvent dans les livres de développement personnel ou dans des livres, dans des essais, parfois très bons, hein, on a une image tout de suite et le livre est construit comme une démonstration tout au long de la lecture. On va illustrer une idée, une théorie qui a été placée en tête du livre. Et la démarche, elle était. Moi, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas expert de ma différence. Je suis simplement quelqu'un qui maladroitement essaye d'en parler. Et d'ailleurs, je ne suis même pas un porte-parole des enfants autistes, des enfants HPI, des enfants hypersensibles ou d'autres catégories. Ce sont des diagnostics que moi j'ai reçus, mais je ne suis pas le porte-parole nécessairement, au sens où chaque enfant va avoir une expérience qui n'est pas la même. Hein, ce n'est pas un tout homogène. Donc je veux éviter de créer des stéréotypes ou des visions normatives, remettre du normatif, remettre du prescriptif à l'intérieur de quelque chose qui justement fait éclater les codes. C'est pareil avec beaucoup de domaines dans le livre. La question du genre, par exemple, bah, ce qui est intéressant, c'est de se désidentifier d'une norme masculine, féminine, etc. C'est pas tellement de remettre une norme ou de se... Voilà, ça c'est ma démarche. Donc, je me suis amusé à mettre à la fin, comme vous dites, cette image de la sardine, qui est d'ailleurs assez ouverte. Euh, L'idée étant qu'on nage à contre-courant, qu'on n'est pas de la même couleur, et qu'en même temps, on fait partie d'un banc. Donc, on est aussi tous concernés par cette question. On a tous une différence, une sensibilité. Et je voulais déplacer la question de la différence du domaine strictement clinique, psychologique, vers quelque chose de plus philosophique, de plus poétique, et que chacun puisse se reconnaître. Donc l'idée, c'était de mettre cette image euh, zoologique à la fin pour que chacun puisse se faire sa propre idée de qu'est-ce que c'est une sardine, qu'est-ce que c'est un enfant ou un adulte qui n'est pas tout à fait pareil que les autres. Et en réalité, on est tous, on est tous des sardines. Voilà, c'est un petit peu simpliste, mais c'est cette idée que on doit tous négocier avec cette part d'insoumission, avec cette part de liberté, avec cette part de révolte, avec cette part d'inadaptation, avec cette part de vulnérabilité, et pas uniquement les enfants à haut potentiel, mais tout le monde dans cette société. Très bien, merci beaucoup. Alors il est temps de donner la parole à Ethan. Bonjour, merci. Il arrive souvent que nous ayons peur de l'échec, un échec que vous abordez dans votre texte lorsque vous parlez de votre expérience de professeur et de votre reconversion professionnelle. D'après vous, de quelle façon peut-on surmonter cette crainte et quelles leçons avez-vous tirées de votre propre expérience? C'est une très bonne question. Je vous remercie d'aborder ce thème-là. C'est quelque chose qui m'intéresse encore beaucoup aujourd'hui. En réalité,
Je pense qu'être capable d'accepter l'échec, c'est fondamental. Et pour ça, il faut justement être suffisamment solide et suffisamment fort et suffisamment conscient que on est tous, toutes des personnes singulières, fragiles, et qu'on ne va pas forcément réussir au moment où et à l'endroit où la société nous attend. Que ce soit une injonction familiale, une injonction du milieu social, une injonction académique aussi. On a des injonctions, des attentes qui sont parfois pas les nôtres. Et en général, au début de notre parcours, de notre vie adulte, on a tendance à vouloir correspondre absolument à ces modèles qu'on a. Bon, c'est assez normal et c'est assez humain. Il y a parfois une crise à l'adolescence, mais en réalité, c'est quelque chose de ponctuel et on a plutôt tendance à chercher à correspondre à ces modèles. Et justement, ce qu'on appelle l'échec, c'est quelque chose, vous savez, c'est la fameuse phrase de Samuel Beckett, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet échec, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire, comment mieux échouer, comment échouer d'une manière qui soit créative, qui soit justement une vitalité de notre esprit. Si on coche toutes les cases toute sa vie, en réalité, il y a quelque chose de très figé. On a simplement correspondu à quelque chose qui était extérieur à nous. Voilà. Donc finalement, l'intérêt avec l'échec, qui n'est pas vraiment un échec en réalité, c'est ce moment de crise, de fragilité, où on fait l'expérience aussi de sa propre vérité, de sa propre authenticité. Donc l'échec est souvent une expérience d'authenticité, puisque nous, sur les réseaux sociaux, on est toujours en train de valoriser nos réussites, d'accord? En réalité, l'échec, c'est ce qui nous rend humains, c'est ce qui nous rend authentiques. D'ailleurs, quand on est avec des amis et qu'on raconte un échec, quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire, ça provoque souvent euh, euh, le rire positif, la joie, le fait qu'effectivement, oui, on ne peut pas toujours tout réussir. Donc moi qui ai été éduqué à être toujours le meilleur, à toujours overperformer, à surperformer, euh, le fait de comprendre que dans certaines situations, c'était pas du tout quelque chose dont j'étais capable, euh, en l'occurrence parce que être avec 40 personnes toute la journée, c'était pas du tout pour moi. Je me suis dit, ok, en fait, qui es-tu vraiment? Et finalement, le fait de se sentir en échec, c'est intéressant pour se découvrir soi-même. Donc, c'est plutôt comme ça que je le vois. Ce n'est pas pour dire, ok, il faut absolument échouer. Ça n'aurait pas de sens. Moi, je souhaite à tout le monde de réussir sa vie. Simplement, ce que je dis, c'est qu'il y a plein de manières de le faire, que parfois, quand on échoue à ce pourquoi on est attendu, ça nous aide finalement à réussir dans ce qui nous peut-être ce qui nous plaît davantage. Moi, c'était toujours l'écriture et peut-être si je n'avais pas échoué, entre guillemets, dans la voie euh, du statut social d'enseignant et de cette vie-là d'enseignant qui est très belle, évidemment, qui est très noble, qui ne me convenait pas, peut-être que ça m'aurait empêché aujourd'hui d'être beaucoup plus heureux. Donc, c'est un moment de crise, l'échec, qui est un moment euh, qu'il faut prendre le temps de vivre. Voilà. Et les gens qui ne veulent jamais échouer vont très mal. Les gens qui n'acceptent pas d'échouer vont très mal. Il faut accepter que parfois on échoue. Voilà, c'est, je crois, très important dans la construction. Et vous avez choisi de nommer votre livre La stratégie de la sardine, un titre dont vous révélez le sens dans les dernières pages du texte. Pourriez-vous nous revenir sur la signification que vous donnez à la stratégie de la sardine et aux raisons pour lesquelles vous avez choisi de donner ce titre à votre ouvrage? Oui, alors j'ai déjà un petit peu répondu tout à l'heure. Euh, pour moi, ça part d'une image du philosophe Michel Serres, qui a beaucoup étudié les sciences notamment,
et qui s'interrogeait sur la liberté. Parce qu'au fond, quand on parle de violence, quand on parle d'engagement, quand on parle de résilience, quand on parle de différence, tous ces concepts qu'on a évoqués, il y a l'enjeu de la liberté derrière. Et cette idée-là, elle est émise, elle est suggérée par Michel Serres, que peut-être la sardine n'a pas, contrairement à l'être humain, la capacité de fonctionner différemment de son banc, hein, et qu'elle est prise comme ça dans le banc et qu'elle ne peut pas s'écarter du banc. Et évidemment, moi j'ai pensé à cette image-là en me disant, oui, mais s'il y a dans ce banc de sardines une sardine qui est un petit peu à côté, elle est plus vulnérable, elle est plus fragile, elle est menacée, et c'est ce qui se passe. Finalement, c'est une bonne métaphore de tout ce qu'on a décrit, notamment la vulnérabilité à l'école, parce qu'on est différent de la classe, du groupe, pour toutes les raisons qu'on a mentionnées, eh bien, on va être plus vulnérable. Et à partir de cette image, je me suis demandé, mais comment faire pour que, justement, on puisse être autre chose que des sardines, quand même, et de pouvoir effectivement être chacun, chacune, avec nos différences, et d'être effectivement un groupe humain, comme on peut être un groupe animal, puisqu'on reste quand même dans cette image sociale, mais d'être effectivement dans un modèle social qui inclut les différences, qui inclut les poissons qui ne sont pas exactement les mêmes. Et après, comme vous le voyez d'ailleurs quand j'en parle, c'était aussi une dimension humoristique, une dimension presque enfantine de trouver une image qui puisse raconter joyeusement cet éloge de la différence, mais le faire de manière ludique et le faire de manière joyeuse pour montrer que c'est quand même avant tout quelque chose de joyeux. C'est une force d'avoir des personnes qui vont être différentes des autres. Voilà, ce n'est pas uniquement quelque chose de problématique et de tragique. Loin de là, c'est aussi quelque chose de joyeux. Donc j'imagine un banc de sardines où toutes les sardines ne sont pas pareilles. Donc c'est une sorte d'utopie qui ne correspond pas à la réalité biologique, je ne crois pas, mais qui permet d'imaginer une société où cette liberté est possible. Très bien, merci beaucoup. Alors un grand merci Olivier Liron pour votre participation à notre émission. C'est un grand plaisir de parler avec vous de votre ouvrage paru aux éditions Robert Laffont l'année dernière, La stratégie de la sardine. Alors voilà, c'est la fin de notre émission, mais c'est aussi la fin de notre émission, de notre saison de printemps. French Press suit en effet le calendrier universitaire américain en distinguant entre une saison de printemps qui va de janvier à mai et une saison d'automne qui s'étend d'août à décembre. Alors, nous reviendrons au cours de l'été avec des épisodes de French Press en bref, un programme qui vous présente une œuvre littéraire récente en moins de 5 minutes. Alors en attendant ces prochaines rencontres, n'hésitez pas à suivre nos émissions sur les réseaux sociaux et à regarder nos précédents entretiens sur le site de la Villa Albertine, le site des services culturels de l'ambassade de France aux États-Unis. À très bientôt pour de nouveaux rendez-vous avec French Press.